Les problèmes de notre système pénitentiaire. Nous avons des problèmes tout aussi préoccupants dans les prisons. De toute évidence, le système pénitentiaire américain est inefficace, car le taux de récidive est de 82%. En 1986, aux États-Unis, 60% des détenus avaient récidivé au moins une fois, tandis que 45% des détenus avaient récidivé au moins 2 fois et que 20% d'entre eux en étaient au moins à leur 5e récidive. Au cours des 5 dernières années, la population carcérale a beaucoup augmenté, ce qui a créé toutes sortes de tensions associées à la surpopulation. Dans le but de désengorger les institutions pénitentiaires, les autorités ont libéré en une fois un grand nombre de détenus avec 200 $ en poche, les chassant d'un système détesté, certes, mais qui leur procurait une forme de sécurité et de certitude. Ces gens-là n'ont certainement pas appris à changer leur façon de prendre des décisions. À force de vivre dans un milieu où il faut payer pour ne pas être blessé ou violé, où il faut voler ou se joindre à un gang pour subsister, ils finissent par se mépriser eux-mêmes et à mépriser le monde carcéral. S'ils veulent survivre dans cette société où le prestige et la reconnaissance sont acquis sauvagement, les détenus sont forcés de conserver leur identité de criminels. Un ancien détenu m'a confié « Aussitôt qu'on m'a libéré de prison, j'ai pensé à y retourner. Après tout, je ne connaissais personne à l'extérieur. En prison, on me respectait. J'avais des hommes qui auraient tué pour moi. À l'extérieur, je n'étais qu'un minable ancien détenu. Relâchés dans un monde où ils ne connaissent personne, convaincus qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur environnement, un grand nombre d'hommes et de femmes agissent, consciemment ou inconsciemment, d'une manière qui leur permettra de rentrer chez eux. Le cercle vicieux de la criminalité peut-il être brisé ? Sans aucun doute, pourvu qu'on associe suffisamment de souffrance à être en prison et suffisamment de plaisir à être en liberté. Si on pouvait conditionner les gens, la combinaison de ces deux facteurs serait étonnante. Récemment, j'ai interviewé un homme qui venait d'être relâché après avoir purgé une peine de 8 ans de prison pour avoir fait une tentative de meurtre. Lorsque je lui ai demandé s'il tirerait encore sur quelqu'un, il a souri avant de me répondre qu'il le ferait sans hésiter si on essayait de lui voler sa drogue. La perspective de retourner en prison ne vous effraie pas ? Non, la tôle c'est pas si mal. Là-bas, je n'avais pas à m'inquiéter de mon prochain repas. Je regardais la télévision et j'étais parfaitement organisé. Je savais comment prendre les gens, de sorte que je n'avais jamais à m'inquiéter de rien. La prison n'avait aucun effet dissuasif sur lui, car il n'associait aucune souffrance à l'incarcération. Comparons maintenant cette histoire aux expériences de Frank Abagnale, l'auteur de Catch Me If You Can. Abagnale est cet imposteur qui s'est rendu célèbre dans le monde entier en se faisant passer, entre autres, pour un pilote de la compagnie aérienne Pan Am, pour un administrateur d'hôpital et pour un assistant du procureur général de la Louisiane. Grâce à ses différentes identités, il a réussi à extorquer des millions de dollars. Aujourd'hui, M. Abagnale est l'un des plus grands spécialistes des systèmes de sécurité bancaire, un homme activement engagé dans sa collectivité. Qu'est-ce qui l'a fait changer ? La souffrance. À la suite d'une de ses escapades, il a été arrêté et incarcéré dans une prison française. Personne ne le menaçait de violences physiques ou d'abus sexuels, mais il souffrait intensément de sa situation. On l'avait enfermé dans un cachot sans lumière et privé de tout contact avec le monde extérieur. Sans radio, sans télévision, sans journaux. Il ne pouvait même pas parler aux gardes ou aux autres détenus. De plus, il ne savait pas quand il serait libéré, dans 60 jours peut-être, ou dans 60 ans. Pour lui, l'incertitude était la pire forme de punition, et cet enfer sur terre lui était tellement pénible qu'il a juré de ne plus jamais y retourner. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Dans les prisons françaises, on consacre 200 $ par année à chaque détenu et le taux de récidive est d'1%. Une statistique d'autant plus renversante quand on pense aux 30 000 $ que les Américains dépensent annuellement pour chaque prisonnier tout en perpétuant un taux de récidive de 82%. Devrions-nous modeler notre système pénitentiaire sur celui des Français ? Non. Je dis simplement que notre système est inefficace et qu'il est grand temps que nous cherchions d'autres solutions. Nous devons fournir à nos détenus un environnement dans lequel ils n'auront plus à craindre d'être attaqués par leurs compagnons de cellule, sans pour autant faire de la prison le foyer qu'ils n'ont jamais connu. En fait, je suggère que les séjours en prison soient désagréables, inconfortables. De plus, pendant qu'ils purgent leur peine, on devrait donner aux détenus les moyens de prendre en charge leur vie à l'extérieur, d'en faire une expérience agréable et remplie de possibilités. De cette façon, lorsqu'ils seront relâchés, ils auront moins peur du monde extérieur. Ils doivent associer de la douleur à être en prison et du plaisir à changer leur vie. Sinon, les comportements qui les ont menés en prison ne pourront jamais être modifiés à long terme. Par-dessus tout, un prisonnier doit savoir que quelqu'un se soucie de lui et s'est engagé à lui offrir des stratégies qui l'aideront à réorienter sa vie.
Tous les détenus ne sont pas prêts à vivre de tels changements, mais ceux qui le sont méritent notre appui. Tant qu'existe une classe inférieure, j'en fais partie. Tant que subsiste un élément criminel, j'en suis. Tant que reste une âme en prison, je ne suis pas libre. Eugène Victor Debs. Que pouvez-vous faire? Vous pouvez, par exemple, rendre visite une fois par mois à un prisonnier qui a la ferme intention de changer de vie. Vous pouvez devenir son ami, lui apporter un soutien moral et lui faire découvrir les choix qui s'offrent à lui. Je n'oublierai jamais l'amitié que j'ai développée au cours de mes visites bénévoles avec un détenu de la prison Chino, en Californie. Grâce à mon aide et à mon encouragement, il a commencé à courir 8 km chaque jour, à lire des ouvrages instructifs et inspirants et à changer la perception qu'il avait de lui-même. Lorsqu'il a été libéré 2 ans plus tard, la force des liens qui nous unissaient a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Le problème de la violence des gangs. Bien que la criminalité des adultes soit très préoccupante, nous devons aussi trouver le moyen de réduire la criminalité chez les jeunes afin d'empêcher qu'ils submergent le système pénitentiaire. Que dire des meurtres gratuits commis par les membres de ces gangs de jeunes dans les quartiers défavorisés des grandes villes? La brutalité implacable de 2 gangs de Los Angeles, les Crips et les Bloods, s'est répandue partout aux États-Unis et sème la terreur sur son passage. La plupart d'entre nous se sentent impuissants devant ce problème. Toutefois, je suis convaincu que ce qu'il faudrait faire, c'est d'inciter les membres de ces gangs à repenser à leurs règles. Rappelez-vous que tous nos actes découlent de nos croyances sur ce que nous devons ou ne devons pas faire ou ce que nous devons ou ne devons pas être. J'ai lu récemment dans le magazine Rolling Stone des extraits d'un livre sur la vie quotidienne des membres de gangs. Cette tranche de vie décrivait en détail une classe dans une maison pour délinquants appelée Camp Kilpatrick. Quand on a demandé aux étudiants, des membres des gangs, les raisons pour lesquelles ils tueraient quelqu'un, ils ont cité sans hésitation une liste de 37 raisons de commettre un meurtre. En voici quelques-unes qui m'ont particulièrement choqué. Si quelqu'un me regarde de travers, me demande d'où je viens, me demande de l'argent, si je n'aime pas la démarche de quelqu'un, si quelqu'un touche à ma nourriture, prend une frite dans mon assiette par exemple, si quelqu'un manque ma coupe de cheveux, par plaisir. Avec des règles aussi aberrantes que celles-là, des règles auxquelles personne, ou presque, ne souscrit dans notre société, l'instabilité de ces jeunes hommes et femmes n'a rien de surprenant. Ils ont plus de raisons de tuer que n'importe qui et agissent conformément à leurs règles. J'ai cependant été encouragé de constater que l'animateur connaissait le pouvoir des questions pour ébranler les croyances, même très profondément ancrées. Il leur a demandé « Pour laquelle de ces raisons seriez-vous prêt à mourir ?» En d'autres termes, si vous saviez que, en tuant quelqu'un qui a manqué votre coupe de cheveux, vous devriez mourir vous aussi, le feriez-vous quand même? Grâce à cette question, l'animateur les a amenés à réévaluer leurs règles et à reconsidérer l'importance des raisons pour lesquelles ils étaient prêts à tuer quelqu'un. Après cette séance de questions, les membres des gangs avaient changé radicalement leurs règles. Ils n'avaient maintenant que 3 raisons de commettre un meurtre. En cas de légitime défense, pour défendre la famille ou pour protéger le groupe, gang. Cette dernière raison n'a pas été éliminée parce que l'un des garçons persistait à croire que le gang était la chose la plus importante dans sa vie. Quand les autres ont essayé de le dissuader, il a simplement ajouté « Vous ne me connaissez pas ». Son identité était à ce point liée au gang qu'il avait l'impression que, en y renonçant, il perdrait tout sens de lui-même. Le gang était probablement le seul élément de stabilité dans la vie de ce jeune homme. Par ce jeu de questions et de réponses, cette école a réussi à toucher plusieurs des jeunes qui y suivaient des cours. Elle contribue à affaiblir les références sur lesquelles les jeunes fondent leurs croyances destructives, jusqu'à ce qu'ils commencent à douter vraiment. N'oubliez pas que tous les comportements peuvent être changés grâce à la modification des croyances, des valeurs, des règles et de la conscience de soi. Évidemment, nous devons éliminer les conditions qui favorisent l'éclosion de ces gangs. Mais, en dernière analyse, cela dépend aussi de la possibilité de changer le comportement des personnes qui ont le pouvoir de le faire. Les problèmes environnementaux. La protection de l'environnement a cessé d'être le point de ralliement de la contre-culture pour devenir l'une des principales préoccupations nationales et internationales. Après 4 années consécutives de chaleur exceptionnelle, les gens ont commencé à s'inquiéter sérieusement du réchauffement de la planète, un phénomène causé par l'augmentation du taux de dioxyde de carbone retenu par la couche d'ozone et qui a pour effet de hausser les températures. Quelles sont les principales causes du réchauffement de la planète? D'une part, on note les fluorocarbones que l'on trouve dans les climatiseurs et dans les aérosols et, d'autre part, la destruction des forêts tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les forêts tropicales représentent 80% de la végétation terrestre et sont essentielles à notre écosystème.
Les arbres absorbent de grandes quantités de dioxyde de carbone toxique que nous libérons dans l'atmosphère pour le transformer en oxygène respirable. Les arbres sont le dernier régénérateur. Sans eux, la vie sur Terre telle que nous la connaissons ne pourrait exister. Les arbres de la forêt tropicale servent d'habitat à la plus grande quantité d'espèces animales au monde, notamment aux insectes. En brûlant les forêts tropicales, non seulement nous détruisons la végétation productrice d'oxygène et l'habitat d'innombrables plantes et animaux, mais nous dégageons également dans l'atmosphère d'énormes quantités de dioxyde de carbone qui accélèrent d'autant l'effet dévastateur du réchauffement terrestre. En dépit de leur importance, pourquoi détruisons-nous les forêts tropicales avec un tel acharnement ? Cette destruction se résume à une simple question de plaisir et de douleur, l'économie. Dans les pays du bassin de l'Amazone, on a incité les éleveurs à défricher la terre en leur offrant d'importantes exemptions d'impôts. Mais pour quelles raisons faut-il défricher ? Est-ce pour construire de nouvelles habitations ? Bien sûr que non. C'est pour ouvrir des pâturages au bétail qui seront exportés sous forme de viande aux États-Unis. Ce pays importe déjà 10% du bœuf qu'il consomme d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Pour satisfaire à cette demande, on doit éliminer une acre de forêt tropicale par seconde. L'utilisation inefficace de ces terres comme pâturage est l'une des décisions à court terme les plus dévastatrices que l'homme ait jamais prises. Nous détruisons la source de notre propre survie. Vous rendez-vous compte qu'un hamburger de 125 grammes de bœuf provenant de la forêt tropicale a exigé la destruction de 6 mètres carrés de forêt ? Une fois détruite, la forêt ne peut plus être remplacée. De plus, on estime que la destruction de la forêt tropicale entraîne l'extinction de 1000 espèces par année, une agression inimaginable contre notre écosystème. Et dans quel but tout cela ? Pour que nous consommions de plus grandes quantités de viande, laquelle a déjà été associée aux 2 principales causes de mortalité aux États-Unis, les troubles cardiaques et le cancer. Saviez-vous qu'un Américain sur 2 risque de mourir d'une forme ou d'une autre de maladie cardiaque ? Vous avez sans doute de meilleures chances de survie en jouant à la roulette russe qu'en suivant le régime alimentaire de l'Américain moyen. En fin de compte, nous ne pouvons détruire l'environnement extérieur sans détruire notre propre environnement intérieur. Voulez-vous que cesse la destruction des forêts tropicales ? Voulez-vous participer à rétablir l'équilibre fragile de notre écosystème ? En plus de faire parvenir vos contributions à des organisations comme Greenpeace, vous devez commencer à associer de la souffrance à vos habitudes personnelles qui perpétuent la mauvaise utilisation des ressources de la planète. Vous pourriez, par exemple, réduire votre consommation de viande de bœuf. Si un boycott du thon a déjà été efficace, pourquoi n'en serait-il pas de même pour le bœuf ? Nous ne parlons pas uniquement d'argent, c'est la survie même de la planète qui est en jeu. Sachez que vos décisions concernant l'alimentation déterminent en partie quelle quantité de dioxyde de carbone sera dégagée dans l'atmosphère et combien d'espèces végétales et animales auront survécu chaque jour. Examinons maintenant l'impact de nos décisions à l'échelle locale. Peut-être vivez-vous, comme moi, dans un état aux prises avec une grande sécheresse. En fait, on dit souvent qu'au XXIe siècle, l'eau coûtera plus cher que l'or et sera l'une des ressources les plus précieuses et les plus rares. Comment est-ce possible sur une planète recouverte de tant de masse d'eau ? En fait, ce problème s'explique par la gestion inefficace de cette ressource vitale et a trait, spécifiquement, à l'industrie de la viande. Songez seulement à ceci. L'eau nécessaire à l'élevage d'un seul bouvillon pourrait soutenir un contre-torpilleur américain. En Californie, on fait beaucoup d'efforts pour conserver l'eau, en n'arrosant pas les gazons, par exemple, ou en munissant les chasses d'eau et les pommeaux de douche de dispositifs qui font économiser l'eau. Tous ces gestes comptent, mais saviez-vous que l'élevage d'un seul bœuf requiert 23 700 litres d'eau ? Cela signifie que vous pouvez économiser plus d'eau en ne mangeant pas 500 grammes de bœuf qu'en réduisant le débit de votre pommeau de douche pendant une année entière. Selon l'économiste David Fields et son collègue Robin Ure de l'université Cornell, chaque dollar que les gouvernements accordent aux producteurs de bétail en subvention à l'irrigation coûte chaque année aux contribuables 7 $ en perte de salaire, en revenu d'affaires plus faible et en hausse du coût de la vie. Que pouvons-nous faire pour économiser une plus grande quantité d'eau ? La réponse semble évidente, en réduisant notre consommation de bœuf. Voici une autre statistique qui fera réfléchir. Saviez-vous que l'industrie du bœuf consomme plus d'énergie que toute autre industrie aux États-Unis ? En effet, la proportion de toutes les matières premières consacrées à l'élevage du bétail représente un tiers de la consommation totale d'énergie dans ce pays et la production de 500 grammes de bœuf requiert environ 39 fois plus de combustible fossile que la production d'une quantité équivalente de protéines sous forme de soja. L'utilisation de l'énergie nucléaire vous inquiète-t-elle ? Si la population américaine réduisait sa consommation de viande de 50%,
il ne serait plus nécessaire d'avoir des centrales nucléaires aux États-Unis, et ce pays pourrait réduire considérablement ses importations de pétrole. Examinons enfin le problème de la faim dans le monde. Saviez-vous que 60 millions de personnes meurent de faim chaque année? C'est pourquoi il est urgent de revoir la gestion des ressources alimentaires. N'oublions pas que toutes nos décisions entraînent des conséquences dont nous devons comprendre l'impact à long terme. Sinon, nous prendrons de mauvaises décisions. La quantité de nourriture produite sur une acre de bonne terre diminue considérablement lorsqu'il s'agit de bœuf. Une acre peut servir à produire 100 kg de bœuf ou environ 18 000 kg de pommes de terre, soit de quoi nourrir 160 personnes plutôt qu'une. Ou encore, les ressources utilisées dans la production de 500 g de bœuf pourraient servir à produire 7 kg de grains. Enfin, pour subvenir aux besoins annuels d'une personne dont le régime se compose de viande, il faut disposer d'une superficie de 1300 m². À un lacto-ovo-végétarien, il faut une superficie de 2000 m², et un végétarien strict, 650 m² suffisent. Autrement dit, une acre suffit à nourrir 20 fois plus de gens si ceux-ci sont végétariens. 40 000 enfants meurent de faim chaque jour. Pourtant, ils pourraient tous être nourris si seulement nous utilisions nos ressources plus efficacement. Qui plus est, si chaque Américain réduisait sa consommation de viande de 10%, on pourrait nourrir 100 millions de personnes avec les ressources détournées pour l'élevage du bétail. Cela est suffisant pour nourrir chaque homme, femme ou enfant qui souffre de la faim dans le monde, en plus d'accumuler un surplus. Nous devrions évidemment résoudre les problèmes politiques liés à la distribution, mais les vivres seraient disponibles. Enfin, l'habitude de consommer de la viande entraîne l'épuisement de la terre arable. La nature met 500 ans pour faire 2,5 cm de terre arable. Actuellement, nous épuisons la même épaisseur en 16 ans. Il y a 200 ans, les États-Unis étaient recouverts de 53 cm de terre arable. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 15 cm. Cette perte en terre arable est, à 85%, directement attribuable à l'élevage du bétail. C'est mon ami John Robbins, aucun lien de parenté, mais nous sommes de véritables frères par notre engagement à tenter de changer les choses, qui m'a fait connaître ces statistiques et l'impact dévastateur de la consommation de viande sur l'environnement. John est l'auteur de Diet for a New America, paru en français sous le titre « Se nourrir sans souffrir », un ouvrage mis en nomination pour le prix Pulitzer. J'estime que cet ouvrage a sa place dans la bibliothèque de tous ceux qui veulent véritablement prendre conscience des répercussions de leurs décisions de tous les jours. Comme l'explique John, vos décisions en matière d'alimentation déclenchent une réaction en chaîne d'événements et d'activités qui affectent la qualité de la vie sur Terre. Vous vous demandez peut-être comment une personne peut réussir à renverser une situation aussi complexe. John est convaincu que cette bataille ne sera pas gagnée au Capitole ou dans les conseils d'administration, mais grâce à chaque individu. Le consommateur qui s'arrête devant le comptoir de la viande et choisit un morceau de viande à 10 $ le kilo prend conscience qu'il tient dans la main une illusion très coûteuse. Derrière cette étiquette se cachent les forêts que nous avons détruites, les vivres, les réserves d'eau, la terre arable et l'environnement que nous léguerons à nos enfants. Nous devons regarder ce morceau de viande et dire « c'est trop cher ». Les décisions que vous prenez au supermarché, au restaurant et dans votre cuisine ont un pouvoir réel.